Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique sur TV5 Monde. Dans l'actualité, la dernière journée des matchs éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire se qualifie. On va faire le point dès le début de ce journal avec Simon Rodier. Bonsoir. Bonsoir. Retour au calme dans les casernes en Côte d'Ivoire. Au lendemain des manifestations, des discussions sont en cours entre le gouvernement et les militaires. On va rejoindre Angers Maniani à Abidjan. Et puis un militaire nommé Premier ministre au Burkina Faso, le colonel Zida, conserve donc une part de pouvoir. La révolution burkinabé, c'est le thème dont on parle cette semaine. Mathieu Vendrely posera vos questions au journaliste Sidi Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, c'est avec du sport qu'on ouvre ce journal ce soir, car la Coupe d'Afrique des Nations est bel et bien en marche. On connaît désormais, Simon, presque tous les qualifiés. Il manque juste à l'appel le meilleur troisième de tous les groupes, en fait. Et apparemment, selon mes calculs, c'est la RDC qui tient la corde. Et il reste l'Égypte, qui est en train de jouer en ce moment contre la Tunisie, un partout à l'heure de jeu. C'est la dernière chance égyptienne pour éventuellement se qualifier pour cette CAN. Il faudra regarder tous les résultats du groupe. Ça se paraît difficile quand même pour l'Égypte. Alors Simon, un match intéressant pour intéresser tout le Mali aujourd'hui, c'est celui des Aigles contre l'Algérie. Avant, on va parler de la Côte d'Ivoire, parce que là aussi, les Ivoiriens étaient très intéressés. Il leur fallait un nul, en fait, à ces Ivoiriens face au Cameroun déjà qualifié. Regardez ce qui se passe, c'est une parodie de football tout simplement à la fin du match. Les Camerounais à droite, les Ivoiriens à gauche, et bien on se passe la balle. Il y a 0-0 à ce moment-là. Tout simplement, les joueurs n'ont plus envie de jouer, tous les deux sont qualifiés. Le public a grogné quand même. Il s'est rien passé dans ce match, si ce n'est cette expulsion à la 58e minute du capitaine camerounais Stéphane Mbia sur une faute sur Gervinho qui partait sur le but. Carton rouge de l'arbitre. Objectif rempli pour les éléphants, c'est la qualification. Pour la qualité du football, eh bien, il faudra attendre un petit peu. Alors, il y a un match de qualité qui s'est joué aujourd'hui, c'est celui du Mali, donc qui affrontait les Aigles de l'Algérie. Alors l'Algérie invaincue jusqu'alors, 5 matchs, 5 victoires, impressionnante Algérie de Christian Gourcuff déjà qualifié. Donc les Maliens devaient s'imposer sur leur terrain. Donc les Aigles. Les Aigles du Mali pour aller donc en phase finale. Là c'est fait. 2-0 dans le stade du 26 mars de Bamako, stade en liesse évidemment. Ça s'est passé à la 29e minute, cette faute dans la surface, penalty pour les Maliens, transformé, vous le voyez, par Sédou Keita. 1-0 à la mi-temps, les Maliens qui dominent largement le match. On le disait, les Algériens sont qualifiés, ils n'ont plus rien à jouer, si ce n'est l'orgueil algérien. Eh bien non, perte de balle à 35 mètres ici, ça profite à Moustapha Yatabere. Regardez cette frappe. Où est la balle ? Eh bien, elle est très haut. Ça lobe complètement le gardien, Douka, qui se fait battre donc. 2-0 pour les Maliens. Qui avait besoin de cette victoire, eh bien c'est fait. On va écouter les réactions de ces Maliens à la sortie de ce match. Vive le Mali, vive les Aigles du Mali, la victoire continue, on va partir en Guinée équatoriale. Pas pour être troisième, c'est pour avoir la coupe. Et j'ai dit aux joueurs qui sont capables de mouiller les maillots, ils sont les bienvenus. Aujourd'hui on avait un bon Mali, l'Algérie sont venus, ils ont bien joué. Mais bon, aujourd'hui on avait un Mali qui vraiment été fier de ses couleurs. Les joueurs se sont donnés, on avait un grand Sédou Keita. Bon, les joueurs ont bien joué, tout le Mali était là, tout le monde était derrière le pays. Et voilà, la liesse à leur sortie de ce stade. Un mot du groupe E avant le bilan global de ces éliminatoires. Le groupe E, c'est le seul. On ne connaissait aucun des qualifiés. Eh bien, le Ghana qui bat le Togo 3-1, la Guinée qui bat l'Ouganda 2-0. Bien, ce sont les deux qualifiés de ce groupe. Ils iront en Guinée équatoriale. On va regarder justement tous ces qualifiés. Regardez ça, Afrique du Sud, Congo, Algérie, Mali, et j'en passe, Cameroun, Côte d'Ivoire, on les a vus, Ghana, Guinée, Cap-Vert, Tunisie, Sénégal, et les points d'interrogation, j'en parlais, Égypte ou RDC, on saura ça dans très peu de temps. La RDC tient l'accord, on le rappelle, et puis la Guinée équatoriale, puisque, je vous le rappelle aussi pour mémoire, la CAN aura lieu du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale, donc le pays organisateur est qualifié, c'est plus le Maroc, c'est maintenant la Guinée équatoriale. Merci Simon Rodier. La Côte d'Ivoire maintenant, le calme est revenu dans les casernes après le coup de colère des militaires hier dans plusieurs villes du pays. On vous en parlait. Les soldats ont manifesté pour réclamer de meilleures conditions de travail. Le gouvernement dit avoir reçu le message. Des discussions se sont ouvertes aujourd'hui, mais rien ne semble réglé. Ce soir, vous êtes à Abidjan, au ministère de la Défense, Angers Maniani, et les discussions apparemment sont très tendues. Oui, au tout début de la rencontre de huis clos, c'est vrai que l'ambiance était très lourde, mais la rencontre vient à peine de s'achever
et un huis clos qui a réuni les représentants du pouvoir, la hiérarchie militaire et bien évidemment des représentants des militaires mécontents. Alors selon le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur, d'énormes progrès ont été faits. Le porte-parole des militaires s'est également prononcé. Il a affirmé que des avancées notables ont été faites sur le plan des revendications salariales et même des grades. Alors, le huis clos devra se poursuivre encore demain après-midi pour une conclusion définitive. Angère Magnani pour TV5 Monde à Abidjan, merci. C'est l'autre grand titre de l'actualité. Au Burkina Faso, l'armée va donc conserver toute son influence dans le jeu politique. Le colonel Zida a été nommé Premier ministre de la transition aujourd'hui. C'est donc lui qui va diriger le prochain gouvernement jusqu'aux élections dans un an. L'annonce a été faite par décret officiel lu devant la presse. Écoutez. Le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition décrète. Article 1. M. Yacouba Isaac Zida est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 18 novembre 2014, Michel Kafando. Voilà, et tout de suite, on rejoint Georges Sawadogo avec nous depuis Ouagadougou. Georges, bonsoir. Alors, les Burkinabés ont donc un civil comme président et un militaire comme Premier ministre. C'était attendu, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, ce qu'il faut savoir pour ce qui concerne l'avenir donc politique du Burkina, c'est que on ne se faisait plus d'illusions depuis lundi dernier. Il faut noter que quelques heures après la désignation du président de la transition, Michel Kafando, au petit matin du lundi, ils étaient nombreux dans les rues de Ouagadougou à se dire que l'armée allait occuper une place importante dans le processus de transition. D'abord parce que la candidature de Michel Kafando était celle de l'armée. Et ensuite, parce que quelques heures après la désignation du président de la transition, le lieutenant-colonel Yacouba Zida, le chef de l'État, jusqu'à vendredi prochain, a signé 3 communiqués. Le premier relevant le directeur général de la Société nationale d'électricité de ses fonctions. Le second communiqué mettait fin donc aux fonctions également du directeur général de la SONABI, la Société nationale des hydrocarbures. Et le troisième communiqué concernait donc la dissolution des conseils municipaux sur toute l'étendue du territoire national. C'était donc des communiqués signés lieutenant-colonel Yacouba Zida, chef de l'État, jusqu'à vendredi prochain. Des décisions qui en disaient long sur la volonté de l'armée d'apporter un coup de balai dans la gestion des affaires publiques et selon certaines indiscrétions, la présence de Zida à la tête de la primature pourrait s'expliquer entre autres aussi par la volonté de mettre un peu de l'ordre dans l'armée burkinabé qui avait été longtemps divisée par l'ancien régime de Blaise Compaoré. Georges Sawadogo depuis Ouagadougou, merci. Le Burkina Faso vient-il de vivre une révolution exemplaire ? C'est la question de notre chronique. On en parle cette semaine. Mathieu, vous êtes là. Bonsoir Linda. Oui, à peine plus de 2 semaines. Les choses sont allées vite au Burkina depuis la chute de Blaise Compaoré. Vite et assez calmement. Alors la révolution a-t-elle été exemplaire ? On pose la question et pour en parler, nous recevons le journaliste Sédi Kaba. Bonsoir Sédi. Bonsoir. Alors les commentaires sont unanimes sur notre page Facebook. Tout le monde, sans exception, salue la manière dont les choses se sont déroulées. Et je vous propose de démarrer avec le commentaire de Biyan Dramani qui nous écrit de Kinshasa en RDC. Il constate la maturité politique de tous les acteurs de cette affaire, le peuple burkinabé évidemment, mais aussi le colonel Zida, ainsi que le président déchu, nous dit Biyan, Blaise Compaoré, qui n'a pas attendu le chaos pour partir. Alors, Sédi Kaba, comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, cette maturité ? Est-ce qu'elle est propre aux hommes intègres du Faso ? Oui, c'est vrai qu'il y a une conscience politique au Burkina qu'on retrouve parce que le Burkina a une tradition de lutte politique, une tradition de culture politique qui est très ancienne, à la fois dans les syndicats, dans les mouvements étudiants. Et cette culture politique, cette tradition a été très utile dans la gestion de cette phase. Si vous avez vu,
la société civile a joué un rôle important. Le ballet citoyen, par exemple, a joué un rôle important dans la conduite de la transition et dans l'accord, dans le compromis qui a été trouvé. Donc, tous ces éléments participent à l'explication de ce qui vient de se passer, qui est totalement inédit. Parce que il est déjà arrivé en Afrique que des régimes en place, des régimes qui ont longtemps exercé, soient balayés par la rue. C'est le cas au Burkina en 1966, c'est le cas au Mali en 1991, où Moussa Traoré a été balayé par la rue. Mais c'est la première fois que les civils créent un rapport de force qui s'impose à l'armée, qui accepte, qui est contrainte d'accepter une transition civile. Alors, maturité, c'est un terme qui revient beaucoup sur notre page Facebook. Par exemple, Mathieu, dans le commentaire de Danilo Nimpolo Mbamou. Il nous écrit de Luanda en Angola et il considère que l'Afrique est entrée dans une nouvelle phase qui prône une lutte pour l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier. Seydi Kaba, est-ce que justement c'est là l'un des enseignements de cette affaire burkinabé? Moi, je serais beaucoup plus prudent parce que ce qui vient de se passer au Burkina est un cas un peu spécifique. Penser que la culture des hommes politiques africains a changé et qu'ils vont privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel, de considération de carrière, moi je serais un peu plus prudent. Ce qui s'est passé est intéressant parce que, comme vous savez, beaucoup de pays regardent vers le Burkina Faso, sachant que si ça marche au Burkina, si Blaise réussissait comme une lettre à la poste son projet de modification constitutionnelle, les autres pays allaient embrayer. De ce point de vue, on peut justement à considérer qu'il y a une jurisprudence burkinabé qui vient de se créer. Mais la prise de conscience de l'intérêt général, de la considération de l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel est une affaire de changement de classe politique, d'évolution. Il faut que en Afrique qu'on aille vers l'avènement d'une classe politique, d'une nouvelle génération d'hommes politiques qui privilégient les intérêts de population au détriment de l'enrichissement ou de l'achat des villas dans des pays occidentaux. Et cette population africaine, elle est très jeune. Mathieu, on a souligné beaucoup dans les commentaires postés sur notre page le rôle de la jeunesse burkinabé dans cette révolution. Oui, c'est une jeunesse que n'incarne pas forcément Michel Kafando. C'est ce que pointe en tout cas Oumar Touré de Bamako. Oumar considère qu'il aurait fallu quelqu'un de plus jeune et surtout quelqu'un qui n'aurait pas travaillé avec le président déchu, même si Kafando s'en défend assez fermement. On a pu l'entendre d'ailleurs ce matin sur RFI. Seydi Kaba, Michel Kafando est un monsieur de 72 ans, il était à la retraite, il a représenté pendant 13 ans le Burkina de Compaoré aux Nations Unies. La révolution c'est une chose, mais le renouvellement des élites politiques c'en est une autre, non? Tout à fait. Le fait que Michel Kafando ait 72 ans doit être considéré comme un atout, parce qu'il a sa carrière politique derrière lui. Il n'a pas d'ambition et de ce point de vue, on peut présumer de sa neutralité, qu'il ne va pas prendre parti, qu'il n'a pas de calcul à faire. Donc, de ce point de vue, moi, je considère plutôt l'âge de 72 ans comme un gage de réussite qui peut être capitalisé pour permettre la réussite de la transition. Maintenant, le renouvellement de la classe politique va se faire. De toute façon, il y aura un après et un avant ce qui vient de se passer au Burkina, parce que la société civile s'est impliquée. Le ballet citoyen a imposé même à la classe politique. Parce que, comme vous savez, la revendication de la classe politique était de permettre à Blaise Compaoré d'achever son mandat et de ne pas se présenter. C'est la société civile qui a imposé la démission de Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, il y a une dynamique qui s'est créée qui fera qu'on sera obligé de compter avec la société civile, avec de nouveaux acteurs. Et qui dit nouveaux acteurs, dit nouveaux députés. Le processus de changement ne peut pas être brutal, il va se faire progressivement. Alors une dernière question, Mathieu, qui nous arrive encore une fois de Luanda. Usher Ebenezer Smith estime que la révolution du Burkina est l'exemple à suivre pour les présidents qui veulent changer la constitution. C'est dit que c'est vrai que les tripatouillages sont une tendance lourde actuellement sur le continent. Est-ce qu'on sent déjà que certains présidents qui pourraient être tentés commencent à infléchir leur position? Ah oui, non, je pense incontestablement. Il y a le Bénin, par exemple. Aujourd'hui, le président du Bénin a dit renouveler son engagement à quitter le pouvoir. D'autres chefs d'État qui étaient convaincus que ça allait se passer facilement sont aujourd'hui de repenser leur plan parce que ce qui vient de se passer au Burkina veut dire que les populations africaines ne sont pas prêtes à accepter. Il y a pas si longtemps, les révisions constitutionnelles passaient assez facilement, il y a quelques manifestations et puis ça passait. Mais cette fois, avec le Burkina, ça marque une rupture. Les choses ne peuvent plus être comme avant et les présidents concernés aujourd'hui, je suis sûr, sont dubitatifs, ils hésitent. Ils vont peut-être même chercher des portes de sortie plutôt que de s'engager dans une aventure de réforme constitutionnelle qui pourrait les balayer. Donc il y aura un avant et un après le Burkina, c'est ça le côté exemplaire en tout cas de cette révolution. Merci Seydi Kaba. Merci Mathieu. Et puis merci à vous qui nous suivez pour vos commentaires et réactions postés sur notre page Facebook. On enchaîne avec le Sénégal. Le gouvernement
autorise finalement la marche des partisans d'Abdoulaye Wade prévue vendredi, ce 21 novembre. Le rassemblement avait initialement été interdit par crainte de troubles à l'approche du sommet de la francophonie. Le PDS a donc eu gain de cause. Il crie victoire. Écoutez. Nous considérons que c'est une victoire politique. Le gouvernement a finalement reculé parce que nous avons insisté et ils ont compris que nous étions déterminés à aller jusqu'au bout. Nous aurions pu le faire le 29 ou le 30, mais nous avons jugé plus sage de le faire le 21 novembre, donc 8 jours avant la francophonie. Ça montre aussi notre bonne volonté. Nous sommes fermes parce que quand même ce sont des questions sérieuses, des questions liées aux libertés démocratiques. Nos militants, nos responsables sont en prison du fait qu'il y a une espèce de justice des vainqueurs. Et donc il y a une situation du pays qui est quand même très, très difficile. Il y a une malgouvernance certaine que nous démontrons chaque jour. Donc, toutes ces questions-là sont des questions essentielles pour nous. Des images et des propos recueillis par Mathieu Milcan à Dakar. Au Kenya, la police poursuit ses opérations contre l'islam radical. Des raids ont été menés la nuit dernière dans 2 mosquées de Mombasa. Selon la police, la chasse a été bonne. Des grenades, des munitions, des cocktails Molotov et des machettes ont été saisies. Une centaine de personnes a été arrêtées. Les autorités kenyanes soupçonnent les prédicateurs de ces lieux de culte et les fidèles de préparer une attaque en lien avec les islamistes somaliens Shebab. Au Rwanda, la commission chargée de sanctionner la BBC s'est réunie aujourd'hui à Kigali. Vous le savez, les émetteurs de la chaîne britannique ont été coupés dans le pays après la diffusion d'un documentaire critique à l'égard de Paul Kagame. Alors aujourd'hui, c'est l'organe d'autorégulation des médias rwandais qui a été entendu. Son président critique sévèrement le travail des journalistes de la BBC, mais dans le même temps, il déplore les sanctions déjà prises. On l'écoute. La construction de ce documentaire fait qu'il n'est pas objectif. Le réalisateur omet délibérément une confrontation des différents points de vue, ce qui amène à conclure que l'information donnée est biaisée et ne permet pas au spectateur de se faire sa propre opinion. On appelle ça une information déséquilibrée. Pour autant, je ne suis pas d'accord avec ceux qui condamnent et punissent avant de donner la chance à l'intéressé de s'expliquer. Je crois que ça découle en soi du principe de justice. Autrement, la justice n'aurait pas de sens. Sur ce cas, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Voilà, et sur le Tour du Rwanda maintenant, en cyclisme, c'est un Érythréen qui a remporté aujourd'hui la 3e étape entre Musanze et Mwanga, une course de 127 km. La victoire de Eli Dewitt s'est jouée dans le dernier virage avec une chute impressionnante. David Ewe a pu l'éviter. Le Rwandais Valence Dayisenga conserve son maillot jaune. Notre pensée quotidienne avant de se quitter pour Serge Lazarevic, enlevé en novembre 2011 au Mali. Il est le dernier otage français détenu dans le Sahel. La vidéo postée hier sur un site djihadiste est la dernière preuve de vie de Serge Lazarevic. C'est la fin de votre journal Afrique. Vous pouvez retrouver cette édition sur tv5monde.com et sur notre page Facebook. Merci de votre amitié. À demain.